Les psychotropes ont des effets secondaires horribles. Je suis entièrement d'accord avec ça, j'en ai fait l'expérience moi-même. Mais la question, c'est pas de savoir si les effets des psychotropes sont atroces ou pas. La question, c'est de savoir s'ils sont moins pires que le fait d'être malade. Et moi, j'ai failli m'étouffer aux urgences à cause des psychotropes, mais je préfère encore prendre ces traitements-là que de supporter des dépressions constamment. Ok. Donc là, l'idée, c'est que vous ayez un petit peu le déroulement sur le plan de mon raisonnement, sur pourquoi est-ce que, ben, malgré tout, je continue quand même de bouffer mes médocs, d'accord? J'ai pas de conflit d'intérêt, ça c'est vrai qu'il y a souvent les patients et le grand public qui disent: «Ouais, les psychiatres, ils cherchent à nous gaffer de médocs». Moi, que je prescrive des médocs à 500 personnes ou que j'en prescrive à une personne, je gagne le même fric. Je gagne pas un centime de plus. Mon argent est versé par la sécu, je touche pas 1 € des laboratoires pharmaceutiques. Vous pouvez regarder mes conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts que j'ai, c'est que je fais un blog où j'écris de la psychiatrie, je fais un article par jour et il y a des gens qui peuvent s'abonner, ça coûte 5 balles par mois. J'ai pas d'autres conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques, j'ai que dalle, d'accord? Je suis sous quétiapine et la quét pour mon trouble bipolaire et la quétiapine, ça fait dormir, d'accord? Ça sédate parfois énormément et moi, la première fois que j'ai pris la quétiapine, j'ai dormi, je crois, 16 heures d'affilée et après pendant plusieurs mois, hein, pendant plusieurs mois, je dormais 14-15 heures par jour. J'étais tellement mieux avec la quétiapine sur le plan de l'humeur. J'ai progressé sur le plan de l'humeur en 3 jours, alors que j'avais fait de la thérapie, j'avais essayé je sais pas combien d'autres médocs et ça n'avait rien fait. J'étais tellement mieux que Clara et moi, on s'est dit: «Bon, ben, on va garder la quétiapine, on va voir ce qui se passe, OK?» Donc j'ai gardé la quétiapine et après j'ai rajouté des trucs dessus et j'ai fini par être stable. Néanmoins, vu que la quétiapine m'endort, mon cerveau s'est habitué, il s'est excité pour lutter et donc maintenant, sans quétiapine, je dors pas. C'est une nuit blanche. Je suis non seulement pas fatigué du tout, mais je suis même un peu en train de me dire: «Attends, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire?» Tu vois? Donc c'est vraiment pas gérable parce que si je fais une nuit blanche sur l'humeur, après c'est pourri. Donc maintenant, je suis obligé de me trimballer avec mes quétiapines à chaque fois. Donc dès qu'on va en vacances, des fois, j'oublie mon portefeuille, j'oublie mes slips, mais j'ai ma quétiapine. OK, c'est le premier truc que je mets dans le sac. Et donc là, on était en congrès, c'était à l'époque où on allait encore à des congrès psychiatriques de temps en temps, je ne fais plus ça. Et le congrès était à Paris et j'oublie ma quétiapine. Donc la catastrophe parce que Clara, elle avait pas son permis à l'époque, c'est moi qui allais conduire le lendemain. Clara, elle sait que quand je fais des nuits blanches, ben, le lendemain, je suis odieux, c'est vraiment aussi simple que ça, je suis un vrai connard. Malheureusement, c'est toujours le cas, mais je fais mes nuits régulièrement maintenant parce que j'ai de la quétiapine partout. Et donc on se dit: «Bon, mais merde, va falloir qu'on cherche, de la quétiapine», tu vois? Donc, on va aux urgences psychiatriques. À l'époque, il y avait encore des urgences psychiatriques un peu partout. C'était en 2022, je crois, 2021. On arrive aux urgences et là, je dis à l'interne: «Écoutez, il me faut de la quétiapine». L'interne, il me regarde chelou, il regarde Clara. Clara dit: «Il lui faut de la quétiapine». Et là, il va chercher de la quétiapine. Quand Clara te dit un truc, tu comprends vite, faut pas trop déconner non plus. Et en fait, l'interne, il avait pas de quétiapine à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était un petit peu la dèche dans les hostos. C'était en 2021. Et il me file du Loxapac, d'accord? Et je fais c'est un peu épique, il fait: «Est-ce que ça vous va?» Je fais: «Allez, on y va comme ça». Et donc il me file le Loxapac. En fait, Loxapac, c'est un neuroleptique qui fait dormir un petit peu aussi et il me file du Serestat et en fait, je bouffe un petit cocktail qui fait que je dors, tu vois? Mais le Loxapac, par rapport à la quétiapine, il bloque beaucoup plus la dopamine que la quétiapine, OK? Et en fait, ça peut entraîner des troubles du mouvement. Pour que les muscles se contractent, il faut qu'on se contracte correctement, il faut qu'il y ait de la dopamine qui traîne et le Loxapac bloque la dopamine et donc il peut y avoir des troubles moteurs. Mais moi, ça m'est arrivé après. Donc je fais ça, puis je rentre chez moi, je prends ma quétiapine le lendemain, puis je vais au sport le lendemain et en fait, on est à plus de 48 heures après la prise de l'Oxapac, hein. Et quand je reviens du sport, alors que tout allait bien, tu vois? Je commence à avoir du mal à parler un petit peu. Je suis comme ça. Je commence à parler à Clara, hein. Elle me dit: «Quoi?» On piche que dalle avec sa délicatesse habituelle, et elle voit que, bah, je commence à moins bien parler, quoi. Donc là, j'en ai parlé dans le bouquin, elle a dû se dire: «Putain, le con, il est en train de faire un AVC». Paf! On appelle les pomplards et cetera. Là, c'était à l'époque, donc moi, je savais même pas que ça faisait ça, la quétiapine, hein. J'étais encore, interne et tout, enfin, je pigeais rien. C'était avant 2021, du coup. Mais je connaissais pas du tout, enfin, j'avais pas la moindre idée que ça pouvait faire ça. On arrive aux urgences donc là, avec les pompiers et tout, l'ambulance, on arrive aux urgences, je tombe sur un médecin de garde neurologue.
Donc je me dis: «Nickel». Parce que quand tu vas aux urgences, des fois, tu sais pas trop, si sur quoi tu vas tomber. Alors le dermato sur ce genre de truc là, bon OK. Et paf, le type de garde, il est neurologue. Il me dit: «Qu'est-ce qui se passe?» Moi, je peux plus parler à ce moment-là, et donc, bah, il commence à me demander. Il y a Clara qui lui explique: «Ouais, c'est moi qui lui prescrit les médocs». Le gars, il fait: «Comment ça, c'est vous qui lui prescrivez les médocs?» Bah, Clara, elle fait: «Bah oui, c'est moi, la psychiatre, je prescris les médocs, hop, on gère ça ensemble, on est tous les 2 internes, voilà, voilà». Parce que déjà à l'époque, j'avais rincé, pas mal de psychiatres, ça marchait pas, donc j'étais stable comme ça, tu vois? Lui, oui, bah, il est stable, c'est bon, hop. Mais les gens aiment pas que ce soit ta femme qui prescrive les médocs, ça, c'est pas possible, tu vois? Donc quand tu dis: «Ma femme prescrit les médocs et je suis stable, ça fait 10 ans», ils aiment pas du tout, ils aiment pas du tout. Si tu leur dis: «J'ai vu 10 psychiatres avant et ça a pas marché», et ben, ils disent: «Trouve-en un 11e». C'est ça le truc. Bon, écoute, ça, c'est pas grave. Mais du coup, le médecin, ça lui a pas plu, tu vois? Il a dit: «Ouh là, c'est chelou cette histoire, machin», bon, ça lui a pas plu. Il met dans un box et en fait, il est parti sur c'est une dyskinésie tardive. Donc là, le raisonnement, c'était bon, ben, il prend de la quétiapine depuis tellement longtemps que ça commence à entraîner des troubles moteurs. Et c'est vrai que, avec le recul, là, ça paraît pas très, très pertinent parce que tu peux faire des dyskinésies tardives, on est d'accord. À force de prendre un truc qui bloque la dopamine, tu peux avoir des espèces de mouvements incontrôlés qui sortent. Mais, 1, ça faisait pas si longtemps ça que je prenais la quétiapine, et 2, c'était franchement rapide, si tu veux. Parce que tu vois, j'ai une dyskinésie tardive, lundi, ça va bien, mardi, le type, il peut plus parler, si tu veux. Il est complètement bloqué comme ça, donc ça paraissait peu probable. Et il s'est dit: «Ben, on va mettre des benzos». OK. Donc là, j'ai eu du Tranxène. Le Tranxène, ça peut se mettre en intraveineux, et donc là, la benzo en intraveineux, tu le sens passer, hein. Je veux dire, tu es bien. Franchement, tu es bien. En fait, c'est myo-relaxant, donc tu as le muscle qui se relâche, on est d'accord. Mais ça règle pas le problème. Ça règle pas le problème. Une fois que tu as ton pic de benzo qui passe, et ben, il y a une descente de benzo et là, ça revient, et moi, je trouve que c'était de pire en pire. Alors, je sais pas si c'était pire à cause de la benzo qui partait ou si c'était pire parce que, bah, ça commençait par progresser petit à petit, mais j'avais de plus en mal à parler, et là, j'avais la gorge qui serrait un peu, tu vois? Tu vois que l'air commence à moins bien passer. Donc ça, c'est une dystonie aiguë, ça s'appelle. Donc c'est vraiment les muscles qui se contractent et qui se relâchent pas, qui échappent au contrôle, normalement involontaire, on est d'accord dans cette partie-là, mais qui échappent au contrôle du système nerveux, et bon, beh, ils font qu'ils restent bloqués. Du coup, bah, quand ça se termine pas bien, bah, tu fais un spasme laryngé et tu suffoques, tu vois? Et donc là, c'est comme dans les films, faut intuber et tout, enfin, c'est le foutoir, OK? Donc il me fait son petit shoot de benzo. Moi, je suis là et je me dis: «Ah, c'est pas mal», et puis en fait, ça redescend. C'est de moins en moins bien. Il repasse une benzo et là, il y a Clara qui se dit, je pense que c'était Clara parce que moi, je me souviens pas très, qui se dit: «Beh, faut quand même qu'on mette du Lepticure, en fait», tu vois? Donc le Lepticure, c'est un anticholinergique, donc tu bloques la dopamine à cause du Loxapac. Il y a trop d'acétylcholine, OK? Et du coup, si tu rebalances, si tu bloques l'acétylcholine avec le Lepticure, c'est ce qu'il y a dans toutes les urgences, et ben hop, t'es nickel, et ça marche très bien, en fait. En anticholinergique sur les troubles moteurs aigus comme ça marche vachement bien. Je pense que tous les soignants ont vu une dystonie aiguë, les quelques patients qui ont fait l'expérience de ça, les pauvres, ils ont vu aussi que ça marchait très vite. Tu prends ton truc et après ça passe, quoi. Mais il était pas chaud. Le neuro, il était pas chaud, il voulait pas. Il voulait pas, elle filait ses trucs, elle lui file ses médocs, il se prescrit tout seul, ils sont chelous là, enfin, ils sont chelous, il voulait pas. Du coup, on refait un tour avec le Tranxène, rebelote. C'est de pire en pire, j'ai vraiment du mal à respirer, et là, il y a l'infirmière qui dit: «Bon, bah, on va attendre voir ce qui se passe», et tu Clara qui fait: «Ouais, mais je comprends pas, si jamais ça se passe pas bien, qu'est-ce qu'on fait?» Et là, l'infirmière qui lui dit: «Mais la réa est juste à côté, donc s'il peut plus respirer, vous hurlez madame, on arrive tout de suite». OK. Et donc là, Clara, elle a dit: «Attendez, on arrête les conneries». Elle a appelé la psychiatre d'astreinte. OK? Chaque fois que tu vas à l'hôpital, la nuit, il y a un psychiatre qui est censé être disponible pour les patients qui viennent, quelle que soit l'heure. Ça va peut-être disparaître quand il y aura plus de service public, mais pour le moment, c'est ça. Du coup, elle appelle la psychiatre d'astreinte, elle lui explique le truc. La psychiatre dit: «Mais vous lui avez pas dit de mettre du Lepticure?» Clara dit: «Non, il veut pas, machin». Et du coup, la psychiatre appelle le neuro qui dit à la psychiatre ce que je vous ai dit là: «Ouais, ouais, il est bizarre, machin, c'est quand même bizarre cette histoire. Pourquoi est-ce que, d'abord c'est sa femme qui lui prescrit les médocs?» Et du coup la psychiatre d'astreinte là dit: «Ben, en fait,
il y a en fait, il y a pas d'autre psychiatre qui peut gérer ces médocs sur la ville, tu vois? Il y a pas d'autre psychiatre qui peut gérer ces médocs parce que j'avais des hormones thyroïdiennes, j'avais, des trucs qui étaient, pas connus par les psychiatres de la ville parce qu'à l'époque, on était dans une ville où les psychiatres, l'âge moyen était de 60 ans, un truc du genre et du coup, les psychiatres à 60 ans et ben, ils lisent pas tous les jours le Lancet psychiatrie pour savoir s'il y a des nouveaux médocs ou des nouvelles techniques d'utilisation des médocs anciens, OK? Donc c'était vraiment aussi simple que ça et en fait, elle a dû faire du forcing pour que le neuro dise: «Bon, ben, allez, on va mettre le lepticure» et là, il met le lepticure et là, tu l'as en intraveineux, hein, on est d'accord, c'est rapide de chez rapide et paf et j'avais plus ma dystonie en franchement, genre 40 secondes, tu vois? Ça fait bizarre parce que tu sens vraiment la trachée qui tu sens vraiment les voies respiratoires qui se dilatent, tu peux respirer, enfin, ça fait un petit peu flipper quand même, honnêtement, ça fait un petit peu flipper. Et ça s'est fini comme ça. Donc après, j'ai dit: «Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait?» Ils m'ont dit: «Vous pouvez rentrer chez vous» et là, je me suis dit: «Attends, mais parce que le lepticure, là, il va pas marcher pendant des plombes et les effets moteurs, ils sont pas terribles quand même, donc ce serait bien qu'on revienne pas aussitôt». Je crois qu'on était un dimanche, un jour férié, je sais pas quoi et du coup, on a dû leur dire: «Bon, ben, il faudrait quand même que vous me filiez un peu de lepticure». «Ah d'accord, machin» et j'ai pris du lepticure pendant 3 jours après parce que moi, j'avais peur que ça se reproduise parce que ça te fait un petit peu flipper quand même, honnêtement. Ça fait un petit peu flipper. Et j'ai pris 3 jours de lepticure et je me souviens de que dalle. Je me souviens de rien du tout. Je me souviens de Clara qui dit: «Bah, franchement, on comprend rien quand tu parles, c'est insupportable». Mais ça, je trouve qu'elle me le dit aussi sans lepticure, donc c'est moins évident. Et par contre, je me souviens avoir été klaxonné quand j'étais au volant 2 3 fois, et donc mais je sais pas du tout ce qui s'est passé, hein. Je me souviens en rentrant chez moi que j'ai fait: «Tiens, j'ai été klaxonné». C'est de là d'où ça venait les klaxons et donc c'était avec un comprimé de lepticure. Je sais pas si vous vous rendez compte parce qu'effectivement ça bloque l'acétylcholine. L'acétylcholine, ça maudit c'est un neurotransmetteur qui est a priori, en carence dans la maladie d'Alzheimer. Et donc, effectivement, les lepticures et tous les anticholinergiques sont associés à des problématiques cognitives et quand tu en prends, et ben, tu réfléchis moins bien, quoi. Donc c'est un peu le problème avec les neuroleptiques où les gens, ils ont des signes positifs, ils hallucinent et cetera. Tu diminues les signes positifs avec un bloqueur de dopamine quand ça marche, mais s'ils ont des effets secondaires, tu files un «correcteur» entre guillemets cholinergique, et du coup, bah, ils peuvent tolérer tes drogues. Le problème, c'est que sur le plan pronostic, il y a des patients qui vont mieux s'ils ont des capacités cognitives intactes et les signes positifs sont pas vraiment corrélés avec, bon, ben, est-ce que les patients sont heureux de vivre ou pas? C'est plus des fonctions exécutives. Donc mettre un neuroleptique pour baisser le délire, attaquer les fonctions exécutives alors que c'est celles-là qui sont plus liées au pronostic fonctionnel des patients, c'est toujours un problème. Et ça fait partie des trucs que tu n'imagines pas honnêtement quand tu es médecin. On te dit: «Bon, ben, tu prends du file du lepticure là, machin». Il y a des problèmes cognitifs, mais je pense que, tu vois, c'est vraiment différent entre lire ça dans un bouquin et en bouffer et se faire un blackout complet sur 3 jours, ne se souvenir de rien d'autre que, j'ai été klaxonné sur la route, donc j'ose même pas imaginer ce que j'ai fait. Il y a vraiment une différence, tu vois? Il y a vraiment une différence. Quand tu files du Loxapac et tu dis: «Ouais, il y a des fois des gens qui ont des réactions, motrices, problématiques», c'est pas pareil, tu vois, de lire ça et de se retrouver en train de suffoquer aux urgences. Ça te rentre différemment sous la peau, d'accord? Et donc moi, le message, il est pour les patients, bah, je vous assure, dans l'eau, dans les médecins là, il y en a qui ont pris des effets secondaires, qui ont pris des médocs et qui ont eu des effets secondaires pas possibles, que ce soit des psychotropes ou autre chose, honnêtement, quand tu as une problématique, inflammatoire et que tu es sous corticoïdes parce qu'il y a rien d'autre qui marche et que tu gonfles petit à petit. Il y a vraiment des médecins qui ont eu des effets secondaires pour des pathologies chroniques et qui voient un peu ce que c'est quand même, honnêtement, qui voient un petit peu ce que c'est et il y en a d'autres qui savent pas. Mais pour ceux qui savent pas, pour les confrères qui savent pas, je pense qu'il faut vraiment rester curieux sur c'est quoi un effet secondaire? Comment c'est vécu et à quel point ça peut transformer la trajectoire du soin? Parce que les gens vous en voudront pas si vous dites: «Écoutez, les effets secondaires, potentiel, franchement, il y a une petite tartée. Moi, je trouve qu'en moyenne, ça se passe pas mal, mais il y a toujours les possibilités de trucs pourris. Si vous regardez sur internet, vous allez voir un psychiatre un peu cinglé qui parle de dystonie aiguë. Bah, je peux pas vous dire que ça peut pas se produire. Je peux vous dire qu'on a essayé de faire le nécessaire pour que ça se produise pas. Si jamais ça devait se produire, bah, vous me passez un coup de fil, vous appelez le secrétaire, on se démerde. Mais ils vous en voudront pas forcément si vous acceptez, si vous confessez le fait qu'en fait, devant
la myriade d'effets secondaires potentiels, eh ben, on peut pas vraiment dire ce qui va se passer. Par contre, si vous balayez le truc et que vous dites: «Ouais, non, ça va bien se passer», même si l'intention est bonne, on est d'accord et en fait, il y a toujours une tension, c'est toujours pareil. Tu peux pas commencer à faire la liste des effets secondaires pour que le patient soit informé de tout. Ça, c'est de la malpractice. Ça t'aide devant les tribunaux, mais ça aide pas les patients. C'est juste pas possible. Il y a plus personne qui prend les médocs, c'est juste pas possible. Tu peux pas faire la liste de tous les effets secondaires potentiels, mais tu peux pas non plus, à l'inverse, dire: «Non, mais t'inquiète, il y a pas de souci, ça va bien se faire». Donc quelles que soient les raisons, en fait, il y a une tension. Qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? Est-ce que j'en dis trop? Si on en dit trop, les gens se cassent. Si on en dit pas assez, ils nous en veulent si ça se passe pas bien. Il y a une véritable tension et je pense que les patients nous en veulent pas si on arrive à leur transmettre l'info qu'en fait, quand on prescrit un médoc et qu'on parle des effets secondaires, on est sur une tension que les praticiens arrivent pas forcément à résoudre de la manière la plus efficace qui soit et qui parfois ne peut pas vraiment être résolue, honnêtement. Je pense qu'il faut vraiment que les gens aient ça en tête, OK? Et pour les patients, eh ben, j'ai dans mon bouquin, je fais la liste. J'ai été sédaté, j'ai pris un poids, j'ai pris 20-25 kilos avec les psychotropes. J'ai été shooté comme pas possible. J'ai pissé la première fois que j'ai pris du lithium, je pissais plusieurs litres par nuit, c'était horrible. J'ai pris de la lamotrigine, j'étais pas brûlé, mais j'ai eu une photosensibilité, j'avais la tronche rouge, j'en ai pas dormi pendant d'une semaine. Enfin, j'ai fait une allergie à la biafine, enfin, c'était de la merde complète, quoi. Le Dépakote, ça m'a filé la chiasse, mais je veux dire, j'ai fait 6 mois de chiasse. Je sais pas si tu te rends compte, tu t'imagines pas la chance que tu as. Tu vois, moi, je vois mon fils, il est là et il y a son camion, il fait: «Ah, mon camion, il y a une roue qui est cassée» et je suis là, je t'imagines le privilège que tu as, fiston. Le truc qui t'occupe l'esprit, c'est la roue de ton camion que tu as pété toi-même. T'imagines le truc? Alors je dis pas comme ça, évidemment, prévenez pas l'ASE, mais mais je me dis, tu vois, c'est quand tu commences à avoir des problèmes de santé que tu te dis: «Putain, en fait, j'étais pas si mal», tu vois? Du coup, quand tu as la chiasse tous les jours, que machin, bah, tu te dis: «Merde, en fait, j'ai le transit pas mal et je suis pas si mal», tu vois? Finalement, je suis pas si mal et en fait, j'ai eu une tartée d'effets secondaires, mais j'en prends toujours. Je prends toujours des médocs, je prescris toujours des médocs, je prescrirai des médocs jusqu'à la fin de ma vie. Je fais pas un centime avec les médocs. Donc il y a des médecins, je vous jure, qui sont convaincus que les médocs peuvent sauver certains patients, qui gagnent pas un centime avec les médocs, qui sont pas du tout là pour contrôler les patients ou je sais pas quoi, qui en ont rien à foutre de toutes ces conneries, honnêtement. Je jure, quand tu bosses à l'hôpital psychiatrique et qu'on te réveille la nuit pour aller gérer quelqu'un, machin, je veux dire, le contrôle social, et cetera, je vous promets, hein, il y a des psychiatres, vous leur dites ils haussent le sourcil parce qu'ils se disent: «Je sais pas ce que c'est que ces conneries». Mais d'aller dire que tous les psychiatres participent au contrôle social, à mon avis, c'est faux et vous aimez pas quand on fait ça. Vous aimez pas quand on vous fait ça non plus, hein. Vous faites un truc et en fait, vous faites un truc parce que vous pensez que c'est bien et en fait, il y a un Gus derrière qui dit: «Ah, mais tu fais pas ça parce que tu aimes bien ça. Tu penses que c'est ça, mais en fait, tu fais ça pour autre chose». Moi, il y a un psychiatre qui m'a dit: «Ouais, mais tu penses que tu aides les malades, mais en fait, tu participes juste au contrôle social et tu vois, tu t'en rends pas compte parce que moi, je vois plus haut que toi, mais toi, tu le vois pas parce que tu es en plein dedans et le contrôle social est partout, donc par définition, tu fais du contrôle social. Hem, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, honnêtement et ça fait un petit peu Freud, hein, les gars. Honnêtement, il y a des petits relents de Freud là-dedans, mais bon, c'est autre chose. Donc voilà, le message c'est, pour les praticiens, faites gaffe. Vous savez vraiment pas de quoi on parle tant que vous en avez pas fait l'expérience. Pour les patients, faites gaffe aussi, parce que de juste dire: «Les médecins sont machin, les médecins sont bitules», c'est dangereux parce que si jamais vous êtes pas soigné parce que vous avez peur des médocs et que vous pensez que c'est pourri, alors qu'il aurait fallu en prendre et que votre vie est catastrophique à cause de ça, c'est vous qui payez, c'est vraiment pas le système. Merci de votre temps et de votre attention. Je fais un article par jour sur le blog, sur le Substack, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Je suis sur pas mal de réseaux sociaux, il y a mon blog. Je vous souhaite bon courage.